Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens particuliers avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Janus Pastor, directeur exécutif de la C2G, et je m'adresse aujourd'hui à Madame Olga Algayerova, la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, CEE-ONU. Elle a pris ses fonctions le 1er juin 2017. Elle était auparavant représentante permanente de la Slovaquie auprès des organisations internationales à Vienne, en Autriche, et secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de 2006 à 2010. Elle a également été présidente des objectifs du millénaire pour le développement de la Slovaquie entre 2010 et 2012. Olga Algayerova, bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous et de vous voir à nouveau. Bon après-midi et merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie. Commençons par une vue d'ensemble. Le monde est confronté à de nombreux problèmes urgents, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pollution, de l'effondrement de la biodiversité, de la pandémie de Covid-19, des migrations, des questions de développement économique et de la paix. Aujourd'hui, nous aimerions nous axer sur la crise climatique, qui est assez importante en soi. Que fait la CEE-ONU pour promouvoir la coopération régionale et soutenir les États membres dans la réalisation de l'accord de Paris? Vous avez tout à fait raison. Le monde, et notamment notre région, est confronté à de nombreux défis. Non seulement, bien entendu, la Covid-19, mais également beaucoup d'autres. Donc, il faut dire ce que la CEE-ONU fait pour promouvoir la coopération régionale, et c'est ce que nous faisons depuis le tout début de notre existence. Et notre mission consiste à relier les pays entre eux, conduire le progrès et améliorer les vies. Donc, si nous parlons de ce que nous faisons pour promouvoir les réalisations de l'accord de Paris de nos États membres, et bien entendu, il faut dire que nous aidons, nous épaulons nos États membres dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable, que l'on peut, et dont l'accord de Paris fait partie et fait une partie importante. Et nous le faisons par des activités concrètes qui ont des impacts et qui sont axées sur les résultats. Et nous avons 8 sous-programmes de l'environnement, le transport, les statistiques, la coopération économique et l'intégration, l'énergie durable, le commerce, la foresterie, le logement et la gestion des terres et la population. Donc, cette structure multisectorielle nous permet d'aider au développement des ODD et également d'atteindre les accords de l'accord de Paris d'une façon intégrée. C'est pourquoi nous avons lancé en 2018 ce que nous appelons les domaines qui créent des liens, les Nexus Areas, qui parlent de nos activités intersectorielles. Et donc, il y en a 4 à nos yeux. Et chacun de ces domaines qui créent des liens couvre de nombreux ODD, Objectifs de développement durable. Donc, premièrement, nous allons surtout parler de celui-ci, qui est l'utilisation durable des ressources naturelles. Ensuite, il y a les villes intelligentes et durables, car nous pensons que les gouvernements locaux sont chargés et responsables de remplir l'agenda 2030 et l'accord de Paris. Le troisième, c'est la mobilité durable et la connectivité intelligente. Et enfin, il y a la mesure et la surveillance, les programmes de mesure et de surveillance des objectifs de développement durable et de l'accord de Paris. Donc, nous produisons des publications pour chacun de ces domaines qui créent des liens, et nous avons eu le plaisir de les lancer pendant notre session de la commission, et je vous invite chaleureusement à les lire et d'y prêter attention, et également de participer à notre session de la commission qui aura lieu les 20 et 21 avril. Donc,
En dehors des autres objectifs, nous appelons à une action climatique ambitieuse et immédiate. Nous encourageons les pays à accélérer la transition vers la neutralité carbone en se fixant de clairs buts de décarbonisation et en promouvant l'utilisation des énergies renouvelables, en augmentant l'efficacité énergétique et les alternatives qui consomment peu de carbone dans tout le système de l'énergie. Merci. J'aimerais rebondir donc sur la neutralité carbone. Comment ce concept est-il pratiqué dans la région de la CEE-ONU et comment décririez-vous le niveau de réponse qui est apporté par les différents pays de la région? Si l'on parle de la réponse apportée individuellement par les pays de la région de la CEE-ONU au concept de neutralité carbone, il faut tenir compte du fait que notre région est très diverse et complexe et qu'elle englobe des pays à revenus élevés et à faible revenu, des économies en transition, des pays riches en énergie et des pays pauvres en énergie. Autrement dit, la réponse à ce concept est très complexe et diverse. Pour ce qui est de la neutralité carbone et la définition de notre région, nous sommes la région qui produit et consomme 40% de l'énergie primaire et qui produit 40% de la production économique mondiale. Par ailleurs, 80% de l'énergie primaire de la région de la CEE-ONU est d'origine fossile et la région est responsable de la moitié des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Ce qui étonne tout le monde si l'on considère le nombre de membres de nos pays, 56 pays de l'Union européenne, de la partie orientale de la région européenne, avec les Balkans, la Russie, les pays du Caucase, d'Asie centrale, et ainsi que les États-Unis, le Canada, plus la Turquie et Israël. Un grand nombre de produits. Oui. Donc, même si la région réussit à contribuer aux efforts de limitation du réchauffement planétaire de 2 degrés d'ici à 2050, les combustibles fossiles représenteront encore une part importante du mix énergétique de la région en 2050. La question qui se pose, c'est quelle est la voie à suivre si aujourd'hui 80% de l'énergie primaire provient des combustibles, des fossiles? Nous sommes ambitieux et nous voulons que ce pourcentage atteigne 50%. La région reste dominante dans le système financier mondial et elle abrite également d'importantes industries énergétiques. Mais pour répondre à la question, de nombreux pays et régions adoptent la neutralité carbone comme un concept pour atteindre leurs engagements climatiques, reconnaissant ainsi que les contributions déterminées au niveau national dans l'accord de Paris sont désormais dépassées pour atténuer le changement climatique. Donc, cette année, lors de la COP26, l'atteinte de la neutralité carbone est reconnue comme le premier jalon vers l'énergie durable. De nombreux pays de la région CEE-ONU ont été les premiers de ce concept. Et les exemples de leaders sont des pays comme le Canada, le Danemark, la France et le Royaume-Uni qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone et ont revu leurs plans d'action nationaux pour arriver à ce niveau net zéro d'ici à 2050. L'Union européenne a également adopté ce concept de façon consensuelle et elle l'a présenté dans son Green Deal en décembre 2019. C'est bien sûr très encourageant et c'est une bonne chose de voir tous ces pays s'engager dans la voie du net zéro. Et voyez-vous des orientations ou des indications quant à la possibilité que la totalité de la région prenne des engagements en faveur de zéro émission? Et que pouvez-vous faire comme en tant que CEE-ONU pour aider les pays qui ne l'ont pas encore fait? Eh bien, on va attendre Glasgow pour voir comment ils vont aborder la question. Nous faisons beaucoup de choses pour atteindre la neutralité carbone. Il va falloir une stratégie entièrement technologique qui implique un déploiement accéléré de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, du captage de l'utilisation et du stockage du carbone, des technologies à haut rendement et faibles émissions, des gaz à faible teneur en carbone, de l'énergie nucléaire et du stockage renouvelable et d'autres approches, comme l'augmentation de la capacité d'absorption du forêt.
Ce que nous devons faire dans notre région, c'est à la fois de réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles traditionnels et investir dans toutes les technologies à faible ou à zéro émission de carbone qui sont disponibles aujourd'hui, ils seront à l'avenir. Et il faut innover en matière d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de captage et de stockage du carbone, d'énergie nucléaire, d'hydrogène. Il faut également réduire ou séquestrer au moins 90 gigatonnes de CO2 d'ici à 2050 pour atteindre ce réchauffement aux 2 degrés. Et comme le disait Angela Merkel, nous sommes à minuit 5, c'est-à-dire qu'il faut agir immédiatement. C'est certes un défi de taille, mais pensez-vous que les gouvernements de la région de la CEE-ONU prennent cette question suffisamment au sérieux, non seulement pour obtenir un bilan carbone net, mais aussi dans le contexte du développement durable, afin de veiller à ce que nous atteignions tous les objectifs de développement durable? Comme je vous le disais, les pays sont différents et leurs progrès à l'égard de ces objectifs sont également différents. C'est pourquoi la CEE-ONU fait de son mieux pour augmenter la sensibilisation parmi les pays. Et cette sensibilisation augmente, mais il semble qu'il y ait des pays qui doivent encore être plus sérieux et plus engagés. Cette année va être fondamentale pour que les pays puissent démontrer ils luttent vraiment sérieusement contre les changements climatiques et qu'ils sont prêts à prendre des engagements. Je vais vous donner deux autres exemples de ce que nous faisons. Les 20 et 21 avril, nous avons la 69e session de la Commission qui n'a lieu que tous les 2 ans. Et il est placé sous le thème de la promotion de l'économie circulaire et de l'utilisation durable des ressources naturelles. Ces 2 dernières années, nous avons invité les États membres à s'asseoir autour de la même table et à prendre des engagements en faveur d'une plus grande circularité. J'espère que nous allons avoir de bons exemples au cours de cette session de la Commission et voir de bonnes réalisations, de bons engagements régionaux en faveur d'une plus grande circularité. Et nous avons de nombreux outils disponibles dans de nombreux secteurs comme le transport, la forêt, la construction, l'industrie, les systèmes alimentaires, l'énergie et le commerce. Tout cela peut contribuer à la neutralité carbone. Donc, nous allons voir les engagements de nos États membres et nous voulons qu'ils fassent notre promesse, notre engagement au niveau régional. En septembre, les Nations Unies vont organiser au niveau planétaire un dialogue de haut niveau sur l'énergie. Ça se fait dans le cadre de la préparation de la COP26 qui aura lieu en novembre à Glasgow. Nous appelons les pays donc à s'engager à nouveau pour l'avenir, car le temps nous est compté. Il faut agir de toute urgence. Si l'on agit immédiatement, on peut encore atteindre nos objectifs et chaque pays peut contribuer à sa manière en se basant bien entendu sur sa propre dotation en ressources naturelles, son propre héritage culturel, réglementaire et législatif. Et chaque pays peut entreprendre sa propre voie, trajectoire pour atteindre la neutralité carbone. Merci. La CEE-ONU dispose bien entendu d'un cadre pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et ce cadre propose une série d'options technologiques et politiques. Vous avez déjà parlé de la totalité des options technologiques dont nous avons besoin, mais vous pourriez peut-être nous donner un bref aperçu de ces options, de leurs priorités et des approches émergentes qui ont été envisagées. Donc, le cadre de la CEE-ONU pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et sur les options en matière de technologie et de politique à utiliser a été élaboré par l'équipe spéciale sur la neutralité carbone de la CEE-ONU dans le cadre d'un programme
qui s'appelle Améliorer la compréhension des conséquences et des possibilités de passer à la neutralité carbone dans la région de la CEE et dans le secteur de l'électricité et les industries à forte consommation d'énergie d'ici à 2050. Donc, pour le faire dire court, c'est le projet de neutralité carbone. Ce document développe le cadre de neutralité carbone pour la région de la CEE en mettant l'accent sur le secteur de l'électricité et les industries énergivores, en définissant la neutralité carbone, les éléments et la portée du cadre de neutralité carbone, ainsi que les objectifs pour cette région et ses sous-régions. Mais comme nous l'avons dit, l'approche holistique du système énergétique, une stratégie qui fait appel à toutes les technologies est importante ici. Ces options technologiques et politiques pourraient englober de nombreuses catégories, comme l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'utilisation finale de manière rentable, la réduction des pertes de la transformation, la transmission et la distribution, la réduction des émissions de méthane, l'amélioration de l'efficacité de la production énergétique, la réduction des émissions de CO2 lorsque nous disposons de la capture et du stockage du carbone, le passage à des sources d'énergie primaire à faible teneur en carbone ou sans carbone, le déploiement de technologies intelligentes pour une décarbonation systématique, l'élimination directe du CO2 de l'atmosphère, la gestion des puits de carbone, notamment les forêts et les océans. Et dans chacune de ces catégories, il y a de nombreuses options technologiques et politiques. Nous avons donc besoin de solutions qui offrent une vraie qualité de vie. Ça veut dire qu'il faut non seulement atteindre les objectifs climatiques, mais également relever les défis quotidiens des personnes qui sont les agents du changement et qui ont leurs propres priorités. Les gouvernements et les responsables politiques doivent avoir les moyens d'agir. Et il faut s'attendre à ce que les gouvernements agissent pour améliorer notre qualité de vie. Et nous devrions attendre des gouvernements qu'ils agissent rationnellement et de façon complète en termes d'économie, d'environnement et de société. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Vous avez donc parlé de ce que les gouvernements doivent faire, mais qu'en est-il du secteur privé? Comment peut-il contribuer à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette dans la région et en particulier à l'augmentation de l'élimination du CO2 par des approches à émissions négatives? Quels sont les principaux défis à relever et comment la Commission économique pour l'Europe engage-t-elle le secteur privé et d'autres acteurs à relever ces défis? Il est clair que sans le secteur privé, on ne peut pas atteindre tout cela. Et bien entendu, le secteur privé va jouer un rôle très important dans la course vers le zéro émission. Si l'on n'est pas capable de mobiliser le secteur privé, on ne va pas réussir. J'ai travaillé plus de 15 ans dans le secteur privé. Je crois vraiment qu'il est possible de réaliser des bénéfices et de travailler pour la durabilité et aussi pour des émissions net zéro. Et à l'heure actuelle, dans la période de crise que nous traversons, les finances publiques sont de plus en plus limitées et il est clair qu'il faut trouver des ressources ailleurs pour soutenir le passage, la transition à une résilience à faible émission de carbone. Ce qui veut dire que le secteur privé est au cœur de la solution. Donc, que fait la CEE ONU? Eh bien, elle travaille avec ses parties prenantes. Je pense que l'on peut améliorer notre coopération avec le secteur privé et nous promouvons des politiques internationales et nationales qui encouragent les acteurs privés et les nouveaux modèles commerciaux. Une partie très importante de notre travail, dont je suis particulièrement fière, est ce travail sur les partenariats publics-privés, dans le cadre duquel nous aidons les pays à développer les outils nécessaires pour identifier, négocier, gérer et mettre en œuvre des projets de partenariat public-privé. Mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons en faire plus. Si nous parlons du secteur privé, par exemple du transport, il y a toute l'industrie automobile que l'on doit asseoir autour de la table. J'ai déjà parlé de la construction et le commerce aussi, donc on a tout là. Donc il faut que vraiment
en faire plus dans ce domaine. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les questions de captage, utilisation et stockage du carbone ou de l'élimination du CO2. Ce sont des éléments importants de l'action que l'on doit entreprendre, mais de nombreuses personnes sont préoccupées par la question de l'aléa moral, c'est-à-dire par l'idée que l'investissement dans ces approches que je viens de citer pourrait réduire la pression exercée sur la société pour que celle-ci fasse une utilisation moins intensive de carbone. Est-ce recevable à votre avis? Et que pensez-vous de cette question et que pouvons-nous faire à ce sujet? Sur toutes les questions importantes, il y a toujours y avoir des arguments en faveur et contre. Mais vous évoquiez l'aléa moral qu'il y aurait à investir dans le captage, l'utilisation et le stockage de carbone ou dans l'élimination du CO2. Mais il faut bien voir que le temps nous est compté et que nous sommes confrontés à une menace pour l'existence des espèces. Et c'est une question que nous devons aborder de toute urgence. Et il faut bien entendu que nous soyons plus ambitieux et travaillions plus dur en vue de la décarbonation de notre société. Mais comme je le disais, aujourd'hui, près de 80% du mix énergétique de notre région est d'origine fossile. Donc, le captage, utilisation et stockage du carbone et l'élimination du CO2 sont très importants. C'est une partie cruciale des options disponibles pour atteindre nos objectifs. Et ces technologies vont permettre au pays de fixer une trajectoire en vue de la neutralité carbone et de rester fidèle à ces objectifs à atteindre. À la lumière de ce que vous venez de dire, quels sont les plus grands défis? Il y en a plusieurs, comme dans tout ce qui concerne notre vie. Tout d'abord, les données nous montrent que les combustibles fossiles vont continuer à faire partie du mix énergétique dans de nombreux pays, pas simplement dans la région de la CEE-ONU, et ceci dans un avenir prévisible, et même dans le cadre du scénario d'atténuation le plus ambitieux, car certains secteurs ne peuvent pas être facilement décarbonés. Par exemple, les industries très énergivores comme le sont la production de ciment et d'acier, de fer, de produits chimiques ou de verre, ou encore le transport longue distance. Donc, bien qu'il faille continuer à investir dans la recherche et le développement pour mettre au point de nouvelles technologies qui pourraient nous permettre de décarboner entièrement nos économies, d'ici là, nous devons déployer et commercialiser des technologies qui existent aujourd'hui et qui peuvent nous aider à atteindre notre but. Mais il faut cependant que nous utilisions toute la gamme des technologies innovantes. Le stockage et l'élimination du carbone sont des éléments essentiels, mais ils ne sont qu'une partie. Et nous devons donc utiliser toute cette gamme des options faisables dans le cadre de la politique climatique. Et pour l'engagement et l'ambition politique, la pression publique est ici nécessaire et toutes les parties prenantes doivent être réunies pour atteindre cet objectif. Donc tout ceci est nécessaire en vue d'un engagement à long terme et d'un engagement de la société en reconnaissant l'ampleur et le coût de l'industrie qui doit se développer rapidement pour sauver notre planète et nos espèces. Donc, selon vous, quelles politiques doivent être mises en place dans la région pour réduire ce risque et que fait la CEE-ONU pour aider les pays à cet égard? Nous espérons continuer à faire beaucoup de choses, comme nous l'avons fait au cours des 73 années de notre existence. Nous prenons par exemple des mesures pour aider les pays à mettre en œuvre nos normes et nos directives politiques. Nous faisons de nombreuses évaluations environnementales à l'échelle des pays et nous commençons maintenant à le faire à l'échelle des villes. Pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies et atteindre la neutralité carbone, nous avons des actions axées sur trois objectifs fondamentaux. Tout d'abord, sensibiliser l'opinion publique, reconnaître que toutes les technologies disponibles, outre le captage et le stockage du carbone, constituent une option fondamentale d'atténuation et il faut en tenir compte lorsque l'on élabore les plans nationaux.
Il faut développer et intégrer des politiques qui permettent la pleine utilisation de ces technologies pour toutes les industries à forte consommation d'énergie. Donc, tout d'abord, nous organisons des plateformes. Nous comptons près de 10 000 experts de différents domaines qui viennent de nos 56 États membres et qui travaillent de concert pour produire ces normes. Nous travaillons sur une base consensuelle, c'est notre atout pour créer davantage de ces normes qui mènent à cet objectif. Et ensuite, nous aidons nos États membres à créer des mécanismes de financement, non seulement pour le captage du carbone, mais aussi pour toutes les nouvelles technologies qui nous conduisent à cet objectif. Et nous les aidons à orienter les investissements vers la modernisation de l'infrastructure énergétique. Nous produisons de nombreuses études. Récemment, nous avons publié une étude sur le stockage géologique de CO2 en Europe de l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale. Et les pays d'Europe orientale, de l'Est, le Caucase et l'Asie centrale ont un gros potentiel pour le stockage du CO2. Donc, ce rapport apporte pour la première fois une analyse détaillée en termes de coûts et d'emplacement géographique, du stockage géographique que l'on pourrait faire donc, dans cette région de la CEE-ONU. Donc, je pense que notre région va jouer un rôle de plus en plus grand pour développer de nombreuses technologies novatrices dans la décarbonation et également dans le captage du carbone, son utilisation et son stockage. Et nous sommes prêts à supporter nos États membres et leur apporter un soutien technique et également d'aider nos commissions régionales sœurs pour travailler sur ce sujet. Passons à un autre sujet. Le cadre de la CEE-ONU exclut la géoingénierie du rayonnement solaire ou modification du rayonnement solaire, comme l'appelle le GIEC. Ce sont donc des idées qui visent à faire baisser les températures en renvoyant la lumière solaire dans l'espace afin de refroidir directement la planète. Parmi ces techniques, on trouve l'éclaircissement des nuages marins, l'augmentation de la réflectivité des sols ou l'injection d'aérosols réfléchissants dans la stratosphère. Donc, bien que ces approches en soient pour l'instant au stade théorique, leur recherche suscite un vif intérêt et un intérêt croissant. Les gouvernements ont demandé au GIEC de couvrir spécifiquement ces approches dans leur 6e rapport d'évaluation à venir. Et le 25 mars, l'Académie nationale des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis a publié un rapport où il suggérait que les États-Unis devraient poursuivre un programme de recherche sur la géoingénierie solaire parallèlement à un portefeuille de politique d'atténuation et d'adaptation. Que pensez-vous de ces approches et de la recherche en la matière? Oui, ça fait déjà un moment que l'on a débattu de la géo-ingénierie du rayonnement solaire et on a travaillé très dur sur ce sujet. C'est bien entendu une technologie intéressante et qui peut être attirante pour de nombreux pays à l'avenir. La géo-ingénierie peut modifier le réchauffement planétaire et nous devons investir directement dans la R&D de toute solution novatrice qui peut changer la donne. À la CEE-ONU, nous avons une plateforme qui ne préconise pas de technologie particulière et nous sommes très heureux de faire un partenariat, de nous associer à la C2G pour aider nos pays à mieux être informés sur les nouvelles technologies qui peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques à l'avenir. Euh, Si vous me demandez ce que j'en pense, je vous dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'un mandat qui nous permette de déterminer là-dessus pour un mandat de nos États membres. Donc, il faut que nous ayons ce type de mandat de nos États membres. Par ailleurs, si cette technologie ou une technologie de la sorte devait être utilisée, il faudrait en savoir plus sur les pour et les contre de l'utilisation de ces technologies en question. Et donc, il faudrait être sûr que l'accès à cette utilisation et les avantages tirés sont égaux pour tous les États membres des Nations Unies.
Mais nous sommes cependant très heureux de travailler avec vous pour mener ce dialogue avec nos États membres et de nous associer à votre initiative et d'aider nos pays à être mieux et plus informés sur toutes les nouvelles technologies. Merci et nous avons également hâte de travailler avec la CEE-ONU sur de tels dialogues. Nous-mêmes, nous sommes une initiative neutre sur le plan technologique, donc je pense que nous pouvons discuter et poursuivre ce dialogue. Revenons aux événements de cette année. Bien sûr, il va y avoir la COP26 à Glasgow à la fin de l'année, mais il y aura en septembre un dialogue de haut niveau sur l'énergie et donc dans le cadre de la préparation de la COP26. Quels sont les messages clés que vous apporterez à la réunion sur le travail de votre organisation dans ce domaine? Eh bien, mes collègues et moi-même en attendons beaucoup du dialogue de haut niveau que nous aurons en septembre pour préparer la COP26 et j'espère vraiment que nos attentes seront satisfaites. Il est absolument urgent d'agir dès maintenant et de prendre des engagements audacieux. Nous arrivons à un point de bascule. Et je voudrais à présent vous remercier pour cette occasion de souligner ce qui suit. Eh bien, tout d'abord, nous manquons de temps et le changement sectoriel va être beaucoup plus profond que ce que la plupart des gens prévoient. Et il doit commencer dès maintenant. Deuxièmement, plus le délai sera long, plus il faudra investir et plus le changement requis sera grand. Et troisièmement, le partage des bonnes pratiques est nécessaire. Les initiatives multipartites inclusives peuvent être renforcées par des partenariats publics-privés. Ensuite, l'industrie doit s'engager dans une vraie prise de conscience écologique et le secteur privé doit mener le changement structurel par le biais de la conception, de l'efficacité des matériaux, l'interaction des technologies énergétiques durables, et cela demande le soutien de tous les gouvernements. Nous devons multiplier les conditions favorables et développer des cadres juridiques, financiers, fiscaux et réglementaires, ainsi que des infrastructures et des institutions bancaires. Et comme je le disais, nous devons agir maintenant car toutes les nouvelles technologies, y compris le captage, l'utilisation et le stockage du carbone, elles vont ouvrir à la décarbonation complète du secteur de l'énergie. Les pays doivent inclure ces nouvelles technologies dans leur stratégie à long terme et commencer à moderniser leurs infrastructures. Donc j'aimerais conclure en disant que le captage et le stockage du carbone ne sont pas une solution magique qui nous mènera à bon port si elle est pratiquée de façon isolée. Toutes les technologies à zéro émission de carbone ou à faible émission, telles que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'hydrogène et l'énergie nucléaire, doivent être prises en considération et joueront leur rôle. C'est ce que nous faisons dans notre organisation. Nous apportons une plateforme pour un dialogue sur l'interaction des technologies et nous nous réjouissons de poursuivre la coopération avec les pays et les grandes communautés des parties prenantes, le secteur privé, les ONG, les universités, pour identifier les solutions les plus efficaces pour notre région et pour les personnes qui y vivent. Merci beaucoup, Olga, mais j'aimerais vous poser une dernière question, car entre l'urgence climatique, la crise de la pandémie, tous les défis que vous venez de décrire dans la région de la CEE-ONU et également dans le monde entier, vos collègues et vous-même doivent se sentir en quelque sorte submergés, car il y a beaucoup à faire. Donc, comment faites-vous pour continuer à motiver vos collègues et vous motiver vous-même dans une situation aussi difficile? Eh bien, la crise de la Covid que l'on vit depuis mars de l'année dernière a développé en moi non seulement une motivation, mais également le sentiment d'urgence de la réponse à apporter. J'ai été vraiment en contact avec tous nos États membres, avec nos équipes nationales des Nations Unies. Comme vous le savez, nous avons désormais de nouveaux coordinateurs résidents auprès des gouvernements et je les ai écoutés pour savoir ce qui se passait et pour comprendre l'ampleur
de la crise qui s'annonçait. Et je crois que tous mes collègues de la CEE-ONU sont très enthousiastes, ils sont très professionnels et ils ont été très utiles. Nous sommes véritablement arrivés à fournir les bonnes réponses dans les tout premiers jours de la crise et à apporter au gouvernement les outils et à nos équipes nationales aussi. Nous avons apporté ces outils. Donc il faut agir beaucoup, mais c'est un travail formidable et magnifique si l'on a le sentiment qu'il peut contribuer à améliorer la vie des gens. Et cela fait que je suis confiance dans le fait qu'ensemble, nous pouvons marquer la différence, comme on dit. Merci beaucoup pour ce message positif pour la fin. Merci pour votre contribution et d'avoir participé à cet épisode de C2G Talk. Merci à nouveau de m'avoir invité, Janusz. J'espère vous revoir bientôt. Moi aussi. Bye bye.